Bonjour Bertrand. Bonjour Xavier. Alors, on a une actu assez chargée cette semaine, puisqu'on va commencer par ce qui préoccupe les agriculteurs des Deux-Sèvres, à savoir le retour des manifestations à Sainte-Soline. Oui, tu te rappelles qu'il y a ça devait être à peu près il y a un an, on a eu une grande manifestation avec des policiers blessés, des véhicules de police qui ont brûlé, etc. Donc ça avait été très impressionnant et je pense que l'État ne s'attendait pas à autant de radicalisme en fait. Et donc là, on voit ressurgir ce sujet des bassines, hein, qui sont en fait des grandes réserves d'eau qui sont construites et qui sont alimentées surtout par les nappes lorsque les nappes sont pleines en hiver, pour pouvoir les utiliser lorsqu'on a besoin d'eau en plein été, ce qui est assez logique, hein. Quand on est agriculteur, on s'adapte pour pouvoir eh bien, avoir le maximum de rendement possible. Et donc les agriculteurs qui sont sur place sont partie prenante de ces opérations, puisqu'ils profitent évidemment de cette eau. Et on attend énormément de... Ils ont commencé à affluer, là, on est vendredi, et donc de manifestants et de gens qui vont participer notamment au village de l'eau, d'abord, qui a déjà commencé dans la commune de Mel, qui est dirigée par un écologiste, qui est monsieur Sylvain Griffot, et donc il met à disposition une dizaine d'hectares pour cet événement, et donc va se mêler aux écologistes un peu classiques des antifas ou des gens radicaux, hein, qui ont été, semble-t-il, ameutés par un certain nombre d'organisations environnementales. Et donc l'État est vraiment très très inquiet. Donc déjà, si tu veux, le secteur est totalement bouclé, hein, par les forces de l'ordre. Ils font des barrages, ils ont arrêté énormément de gens en fouillant les véhicules, etc. Et ils ont déjà confisqué 1600 objets qui sont potentiellement dangereux. Et donc, la situation peut être extrêmement tendue. Et ce qui est assez nouveau et assez remarquable, si tu veux, c'est l'implication maintenant des organisations agricoles, enfin surtout d'une organisation agricole, qui est la coordination rurale, qui avait eu un grand rôle pendant les émeutes, si tu te rappelles, notamment au salon de l'agriculture. Et donc, ça, c'est assez nouveau. En fait, leur idée, c'est de dire qu'il va y avoir des dégradations de biens, notamment des agriculteurs, parce que si tu veux, il y a beaucoup d'endroits où il y a des récoltes, des cultures, et donc il y a des coopératives, notamment des coopératives avec des matériels agricoles. Et comme les écologistes radicaux considèrent, c'est-à-dire tout véhicule qui est plus gros qu'une charrette à bœufs comme quelque chose qui vient de l'industrie agricole, hein, de l'agro-industrie, comme ils disent, eh bien, il faut finalement les dégrader ou les détruire, quoi. Et donc, si tu veux, la coordination rurale va aller essayer de protéger eh bien, c'est les fermes ou le matériel agricole en se mettant, et les agriculteurs, quoi, en se mettant à des endroits stratégiques pour protéger. Donc ils s'investissent. La FNSEA, elle, ne veut pas y aller parce qu'elle dit que c'est mettre de l'huile sur le feu. Maintenant, la coordination rurale est évidemment comment dire, en compétition avec la FNSEA du point de vue syndical. Et donc, ils ont un tout autre point de vue. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est quand même, c'est que les professions maintenant ne se laissent plus faire. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui coopèrent, notamment la FNSEA, sur tous les sujets environnementaux, écologiques. On l'avait vu plusieurs fois là, sur cette chaîne avec Christiane Lambert. Et parfois, ils vont peut-être jusqu'à la compromission. Il faudrait peut-être se poser la question. En tout cas, là, ils ont décidé de ne pas se laisser faire et d'agir. Et je pense que de plus en plus, on va voir ce genre de phénomène où on ne va plus prendre pour argent comptant le récit écologique et de plus en plus venir à l'affrontement pour montrer qu'il y a d'autres voies sur ces questions-là, parce qu'en fait, les écologistes radicaux là, qui vont manifester, je pense globalement qu'ils sont minoritaires. Et donc, parce que les projets sont pas du tout délirants, etc. Même si on peut critiquer la taille des bassines, la façon dont on les fabrique, etc. Mais le fait de stocker de l'eau en hiver pour l'utiliser en été, ce n'est pas critiquable. Et on peut pas dire non plus que ça sert l'agro-industrie particulièrement. En tout cas, le maïs qui est produit là-bas, et d'après en tout cas les articles du Point, utilisés sur place, essentiellement. Et puis, il n'y a pas que du maïs, c'est aussi de la polyculture. Il y a aussi plein d'autres choses. Et donc, on a vu une plainte aussi de 145 agriculteurs. Donc ça, c'est sur le préjudice moral, parce qu'ils estiment qu'il y a une pression trop importante sur les agriculteurs du coin, ce qui est vrai d'ailleurs, une pression morale comme ça, en plus de la pression économique. Parce qu'il faut rappeler qu'on est en pleine période des moissons. Et donc,
Qu'est-ce que c'est à cette époque-là? D'abord, il faut moissonner quand les céréales sont prêtes. Tu sais, on fait des échantillonnages, on regarde le taux d'humidité, enfin un certain nombre de paramètres. Et puis on dit, il faut aller moissonner parce que c'est le bon moment, sinon ça sera trop tard. Faut y aller ni trop tôt ni trop tard. Et donc c'est toute une logistique. Et donc si tu as comme ça un territoire qui est complètement paralysé par des manifestations 3, 4 jours, 5 jours, 7 jours, ça peut avoir des conséquences très importantes sur les rendements agricoles. Parce qu'il faut vraiment le faire au bon moment. Et puis, tu as le matériel qui est sur place, donc c'est très difficile de le protéger, etc. Et donc, c'est vraiment aussi une période très, très dure. En fait, normalement, les cultures sont faites un peu avant, mais il a beaucoup plu cet été, et donc certaines choses ont été différées. Donc, voilà ce qu'on peut dire là-bas. Donc, c'est très, très chaud. Et il peut y avoir des violences très importantes, il faut suivre ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que certains agriculteurs, notamment de la coordination rurale, ne se laissent pas faire. Et donc voilà, on peut aussi... j'ai parlé du maire de Mel écologiste, là, qui a aussi autorisé cette manifestation. Il aurait pu, dans un élan de sagesse, faire en sorte que, vu ce qui s'est passé l'an dernier, eh bien, faire en sorte que cet événement ne soit pas organisé. Parce que... Évidemment, en mettant 10 hectares à disposition de ceux qui font la manifestation, voilà, ils favorisent finalement les possibles problèmes qu'il va y avoir sur cette zone. On notera, Bertrand, que c'est assez intéressant dans la période politique actuelle, ce qui se passe, puisque la question des manifestations de Sainte-Soline, c'est notamment un des points bloquants pour certains membres de la majorité, alors qu'on n'a toujours pas de Premier ministre, qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se dégager comme majorité. Alors on Mhm. s'achemine plutôt vers une majorité centriste, de centre droit. Le Front populaire n'aura sans doute pas ce qu'il veut, mais on se rappelle qu'il y a encore quelques jours, des gens comme Maud Bréjon ou le ministre de l'Intérieur Gérald Mhm. Darmanin lui-même expliquaient que c'était impossible de gouverner avec les écologistes en raison de Sainte-Soline, notamment. Donc on voit le rôle néfaste et trouble du parti politique des écologistes dans la question de Sainte-Soline. Oui, oui, c'est clair ils sont en tout cas dans l'esprit complètement derrière cette manifestation. D'ailleurs, je pense que tu vois quelqu'un comme Benoît, comment il Biteau, s'appelle comment? Benoît Biteau. Voilà, Benoît Biteau, eh bien, encourage évidemment cette manifestation, et en plus, c'est plus ou moins dans son coin. Donc évidemment, oui, je suis d'accord avec toi. De toute façon, il y a guère de différence entre les insoumis et les verts. Enfin, sauf qu'on verra après que peut-être que il y a quand même des différences. Justement, parlons-en, Oui, parlons-en. Tant qu'on est sur le registre de la politique, on a vu qu'il y avait un gros coup de pression là, de la part du Front populaire pour faire venir Laurence Tubiana à Matignon. oui. Alors, c'est pas vraiment un coup de pression du Front populaire, puisque justement le Front populaire n'est plus un front. C'est divisé en deux, en tout cas. C'est une proposition finalement pour le Premier ministre, pour le siège de Premier ministre. Alors c'est complètement fictif parce que c'est pas du tout sûr que ce soit un Premier ministre du nouveau Front populaire qui y aura. Comme tu le disais, ça peut être aussi quelqu'un du centre. On ne se Selon dirige les... pas du tout vers d'ailleurs un Premier ministre du nouveau Front populaire. Mais bon, après, on verra ce que l'avenir réserve. Mais, Voilà. En tout cas, il y avait, si tu veux, plusieurs propositions. Et donc, la proposition il y a une proposition qui est venue de 3 partis, parce que tu sais qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'est ça qui est incroyable. Ils sont toujours en train de se battre, en fait, malgré l'accord qu'il y a eu avant les élections. Et donc, c'est un accord du parti Les écologistes, du parti communiste et du parti socialiste. Et ces 3 groupes, en fait, ou futurs groupes, ont proposé la candidature de Laurence Toubiana. Et Laurence Toubiana, si tu veux, c'est une économiste, une diplomate, et qui a fait toute sa carrière, si tu veux, sur l'histoire du climat. Elle a été, tu sais, dans les négociations de toutes les grandes conférences. Alors, il y a eu, même sur Kyoto, ça remonte quand même à plus de 20 ou 25 ans, hein. Il y a eu aussi les négociations de Copenhague. Et bien sûr, elle a été, figure-toi, si tu te rappelles, euh, l'ambassadrice pour les négociations de la conférence de Paris en 2015, hein, les fameux accords de Paris. Et puis, elle siège aussi au Haut Conseil pour le climat. Elle a été la coprésidente de la Convention citoyenne pour le climat, tu sais, là où ils avaient rassemblé 150 citoyens pour faire des propositions, etc. Comme si le Parlement ne suffisait pas.
Et puis, donc, elle a créé aussi un institut de développement durable et des relations internationales. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui a toujours grenouillé, qui a cette espèce de qualité d'être toujours dans ces groupes un peu à l'international où tu fais des négociations, mais dans des sujets un peu vaporeux, hein, comme l'histoire du climat. Je suis désolé, mais les accords du climat qui ne sont jamais respectés, qui ne le seront jamais parce que les objectifs sont totalement délirants et qui sont souvent des vœux pieux. Hein, et donc, on voit ces grandes conférences. Et donc, tu as toujours ce genre de personnages-là qui n'ont pas beaucoup de technicité, qui n'y connaissent pas grand-chose, qui reprennent les arguments des autres, finalement, mais qui savent les mettre en valeur et qui savent parler un peu pour essayer de négocier et voilà, être visible dans ce genre de choses. Quoi. Et donc, elle, c'est typiquement ça. Elle a fait que ça toute sa vie. Quoi. C'est fascinant. Elle a été aussi la Ligue communiste révolutionnaire, je crois, pendant sa jeunesse. Donc, c'est quelqu'un de gauche hein, et qui a été apparemment... euh, qui a été approché, ou en tout cas on a pensé à elle pour pouvoir être Premier ministre quand on a changé, quand Édouard Philippe est parti, ou quand Nicolas Hulot est aussi parti. On a pensé à elle, enfin elle était dans, voilà, dans la shortlist apparemment, même si elle dit qu'elle n'avait pas été contactée. Enfin voilà. Mais donc ce qui est extraordinaire là, c'est quand même de voir d'abord cette séparation dans le camp de gauche, si tu veux, comme on avait dit avant, selon l'analyse de Fabrice, si tu veux, le nouveau clivage va se situer sur les nouveaux exclus qui sont en gros les indigènes ou les halogènes, selon voilà, la formule. Et donc ça, c'est vraiment LFI, va vraiment se construire là-dessus. Mais ce qui est rigolo, c'est que les trois partis PC et les Verts, alors les Verts, on sait qu'ils sont pour les écologistes, donc on n'est pas surpris. On sait qu'ils sont pour l'histoire du climat. On n'est pas surpris qu'ils choisissent Laurence Tubiana et qu'ils la proposent. Ce qui est fascinant, en fait, c'est que le PS et le PC, qui sont à l'origine des partis plutôt liés tu sais, aux ouvriers, ou bon, c'est plus le cas, les ouvriers votent plus pour eux, mais voilà, tout ce qu'il leur reste à ces partis PC et PS, c'est les histoires climatiques, quoi. L'histoire, et au nom du climat, aujourd'hui, on est en train de détruire ou d'appauvrir le petit peuple. C'est ça qui est fascinant. Vous voyez, c'est que Laurence Toubiana, c'est vraiment la mise en place à grande échelle, de politiques de décroissance pour respecter les objectifs délirants de baisse du CO2. Et donc, toutes ces politiques, évidemment, appauvrissent les gens. On l'a vu avec, encore une fois, toutes les révoltes qu'il y a eu au sujet des mesures écologiques. Et donc que le PC et le PS, surtout le PC, si tu veux, soutiennent cette dame, c'est quand même incroyable. Voilà, Chassaigne qui vient qui est responsable des députés communistes, et appelle Laurence Toubiana alors qu'il vient d'un territoire rural, tu vois, où le Rassemblement national est de plus en plus puissant d'ailleurs. Hein. Il est de moins en moins bien élu, Chassaigne, dans son coin. Et Boris Vallaud, c'est pareil. Boris Vallaud, c'est le chef du Parti socialiste. Il vient des Landes. Alors, une terre socialiste à l'origine, puisqu'il est dans la circonscription d'Emmanuelli, Henri Emmanuelli, si tu te souviens, un socialiste il y a quelques années. Et donc, mais le FN montre aussi de façon très importante là-bas sur ce territoire. Et malgré ça, malgré le fait qu'il y ait une révolte comme ça dans ces territoires ruraux, sur la question de l'agenda écologique, finalement, eh bien, ces partis choisissent Laurence Toubiana. Ça veut dire qu'ils n'ont plus d'idées et qu'ils sont ou qu'il ne reste plus que ça. Il leur reste plus que ça. Ils s'accrochent au dernier wagon, puisqu'en fait, ils refusent de devenir LFI et d'embrasser l'allogénisme ou l'indigénisme. Et donc, puisque tu sais, le PC, il avait dit: ah oui, nous aussi, on est pour le vin rouge et le saucisson. Donc, pour la France déclassée, du monde rural, quoi. Et donc, malgré tout ça, eh bien, voilà. Et voilà, c'est tout ce qu'il leur reste, mais je trouve que c'est sociologiquement intéressant et ça montre un peu qu'ils trahissent en fait leur électorat d'origine, mais qui est parti en fait. C'est le PC, le PS, je pense, c'est un symbole qu'ils choisissent Laurence Toubiana du fait qu'ils n'ont plus d'idées et qu'ils vont disparaître, quoi. Et qu'il ne restera plus effectivement LFI LFI n'a pas choisi Laurence Toubiana. Et donc, je pense que c'est le parti qui va rester, effectivement. Le parti qui va rester, et tu as vu aussi que Manon Aubry, qui refuse, entre autres, de serrer la main au Rassemblement national, au député du Rassemblement national, eh bien, a fait un énorme poutou à Van der Leyen, qui a été réélue à l'Europe. Tu as vu ça? J'ai vu ça. Donc, elle refuse de serrer la main au Rassemblement national, mais elle embrasse, alors qu'elle dénonce Van der Leyen, et il faut voir ce qu'elle lui a mis dans la gueule pendant son discours au Parlement européen.
et après elle va l'embrasser. Alors c'est normal de saluer son adversaire, hein. C'est comme quand tu joues au tennis, tu vas serrer la main à ton adversaire. Mais alors là, elle a enlacé, elle était heureuse, c'était vraiment incroyable. Franchement, c'est incroyable de voir cette différence de traitement entre voilà, cette espèce d'accolade avec Van der Leyen et ce refus de serrer la main aux députés RN, alors que les députés RN, quand même, sont essentiellement soutenus par des gens, par des actifs et par des gens, voilà, des ouvriers et de la classe moyenne, en fait. La Donc, population productive. là, ouais, c'est ça. Et donc, c'est ça, franchement, c'est extrêmement symbolique. Et c'est fou, ça. C'est comme les Verts, enfin, c'est toute la même clique qui est un peu paradoxale. Il y a quelque chose d'amusant sur le programme du nouveau Front populaire, donc on en parlait tout à l'heure. Alors effectivement, ils ont beaucoup de mal à se mettre d'accord, notamment à cause des blocages LFI sur la question du non pour les représenter, même si je continue à penser que dans quelques temps, ce sera plus un sujet puisque c'est pas eux qui sont appelés à Mhm. gouverner. Mais dans leur programme, si tu te souviens, aux législatives, il y avait une partie en fait sur l'accueil des migrants climatiques. Donc ça, on voit que le climat est une obsession, pour eux, l'immigration également et donc quand on combine les 2, ça fait, l'immigration pour des raisons climatiques. Or, si mes souvenirs sont bons, tu m'as parlé d'un article de Transition et Énergie, revue à laquelle tu collabores, qui explique qu'en fait, il y a pas de migration climatique. Oui. Alors, en fait, ce qui est intéressant là, c'est que effectivement, ça, c'est un débat qui a, enfin, selon les Verts, les écologistes ou l'extrême gauche, si tu veux, il n'y a pas de débat. Hein, comme elle a dit Marine Tondelier il y a 2 jours, c'était sur les grandes gueules, je crois, ou je ne sais plus quelle émission sur AMC, elle a dit non, mais c'est la science qui le dit, donc taisez-vous, il faut pas, voilà. Et donc, selon certains, il n'y a pas de débat. Il y a des réfugiés climatiques, c'est juste une évidence, etc. Or, il y a plein de gens, évidemment, qui contestent cette idée. Mais en général, on ne les écoute pas trop parce qu'ils viennent d'un certain bord où ils sont tout de suite nommés des climato-sceptiques, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'article qui est de Transition Énergie vient en fait euh, de The Conversation. Tu connais peut-être ce Oui. site. En fait, The Conversation, c'est en fait un site anglo-saxon à l'origine. Je crois qu'il est né en Australie, de mémoire, mais je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est l'Australie. Et en tout cas, l'idée, c'est de faire intervenir des gens qui viennent essentiellement des écoles, c'est des chercheurs, des universités, etc., qui payent un abonnement à The Conversation. Et en fait, leurs ressortissants, leurs profs, peuvent publier dans The Conversation des articles. Et la licence est Creative Commons, tu sais, donc les articles de The Conversation peuvent être repris absolument par tous les médias à partir du moment où on cite The Conversation et qu'on met le nom de la personne, évidemment. Donc, en fait, l'article de Transition Énergie vient d'abord de The Conversation. Mais The Conversation, si tu veux, vu que c'est essentiellement des articles venus du milieu universitaire, c'est quand même très des médias de grand chemin, si tu veux. Ils vont pas. Donc, là où c'est intéressant, c'est cet article qui conteste en fait qu'il y ait des migrants climatiques, vient d'un grand média comme ça. Et donc, il dit en fait que effectivement, il y a des mouvements liés au climat, mais souvent, c'est des mouvements liés aux catastrophes naturelles. Et les catastrophes naturelles, bien sûr, il y en a toujours eu. Ça, c'est juste une évidence. Et que, en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont des mouvements essentiellement qui vont se passer à l'intérieur des pays mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de mouvements internationaux qui sont liés aux catastrophes naturelles. Par exemple, il cite l'ouragan Katrina, qui avait fait 500 000 déplacés, donc qui sont partis de la Nouvelle-Orléans. Et ça, c'est très connu, parce qu'après, il y a eu des phénomènes de racisme très, très importants, pas racial d'ailleurs. Des gens qui venaient de la Nouvelle-Orléans ont été vraiment mal accueillis par d'autres Américains plus au nord, etc. Il y a eu aussi, il cite les 8 millions de Pakistanais qui ont fui les inondations en 2002, etc. Mais ce sont des gens qui vont pas très loin et surtout qui ont tendance à revenir, bien sûr, après que la catastrophe naturelle soit finie. Et donc, il cite comme ça plusieurs études qui essayent de lier, si tu veux, les événements, le manque de pluviométrie, l'excès de pluviométrie, etc., à des mouvements migratoires, et où c'est pas du tout probant. Il montre même que, notamment dans les zones les plus arides, finalement, plus c'est aride et moins il y a de mouvement, parce qu'en fait, l'aridité fait que, enfin, le fait de manque de pluie fait que les populations vont ponctionner dans leurs ressources d'épargne, si tu veux, et donc vont plus avoir d'argent pour migrer, pour faire des grandes migrations, évidemment. Donc voilà, en fait, il casse un peu les idées reçues et il dit en fait non, essentiellement, le problème, c'est
les mouvements à l'intérieur même des États ou des petites régions, si tu veux. Là, et notamment liés aux catastrophes climatiques et pas tellement aux mouvements lents qu'on peut voir. Donc, voilà ce qu'on peut dire, c'est que voilà, c'est un premier article mais qui conteste, mais nous, on l'avait contesté aussi. Enfin, moi, je pense que, ça, je l'avais dit plusieurs fois, qu'en fait, ces migrations, en fait, sont à, à comparer avec avec l'exode rural, si tu veux. C'est un phénomène d'exode rural, mais à l'échelle planétaire. Sauf qu'évidemment, l'exode rural se fait à des échelles beaucoup plus grandes que ce qu'on avait avant. Et donc, c'est exactement ça qui est en train de se passer. C'est voilà, enfin pour moi en tout cas, un exode rural. Pour conclure sur la rubrique médias, on peut dire un mot aussi du fait que Le Parisien, il y a quelques jours, a évoqué Action Écologie sans citer Action Écologie. Et donc, Ouais. on a fait un article sur le site actionécologie.org que vous pouvez consulter pour avoir tous les détails, mais on va quand même en dire un petit mot. Donc, c'est une journaliste du Parisien, Émile Ouais. Torsten, qui a parlé de l'histoire de ce pilote d'avion qui avait démissionné parce que l'avion, c'est une industrie climaticide, etc. Nous, on avait expliqué que c'était un militant, pour faire court. Et elle est revenue en fait sur cette histoire en qualifiant Action écologique d'obscur-site pseudo-écologique. Voilà, c'est ça. Et oui, parce que évidemment, tu sais, on a des journalistes militants aujourd'hui, particulièrement aux Parisiens. Ils en manquent pas une. Hein. C'est pas du niveau de transition à l'énergie, si tu veux. Ça y va avec la truelle. Et donc, évidemment, ils disent qu'on est un pseudo voilà, organisation écologiste, parce qu'on dénonce en fait les excès du radicalisme écologique, dont je pense elle fait en partie, dont elle est membre d'une certaine manière. Et puis en plus, elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, je fais des articles dans Dans des médias de droite radicale, euh, et elle dit Valeurs Actuelles. Bon, en alors c'est citant vrai Valeurs que j'écris dans Valeurs Actuelles, disons régulièrement. Il y a des excellents journalistes, dont Michael Fonton, par exemple, qui s'occupe de toutes ces questions d'environnement, d'écologie, etc. Mais j'écris aussi dans plein d'autres choses. Elle aurait pu le noter, tu vois, parce que je suis chroniqueur dans Transition Énergie. J'ai écrit plusieurs fois dans Le Figaro. J'ai même écrit plusieurs fois dans Le Monde. Un journal qu'on peut hein, on peut pas critiquer ses positions anti-écologiques, etc. C'est même l'inverse depuis quelques années. J'ai même écrit dans La Croix, catholique de gauche, voilà. Voilà, voilà, elle retient ce qu'elle a envie de retenir, évidemment, et surtout, est-ce qu'elle s'intéresse au fond, finalement, de ce qu'on raconte? Eh bien non, on devrait avoir aussi, on devrait pouvoir s'exprimer dans Le Parisien. Donc c'est un peu dommage, mais bon, on est là pour ça, on sait qu'on va prendre des coups. Voilà, c'est notre réalité, mais ça veut dire aussi qu'on est visible, donc c'est une très bonne chose. et ben, en tout cas, le message est lancé aux Parisiens. Voilà. S'ils Je veulent, voulais, je voulais juste citer, excuse-moi, tout à l'heure, je ne l'ai pas cité, c'est François Lévesque, la personne, tu sais, oui, c'est un chercheur, un économiste qui a écrit dans The Conversation et repris par Transition Énergie, François Lévesque. bah voilà, l'oubli est réparé. Merci beaucoup, Bertrand. Bah de rien, à très vite. On s'abonne, on like, on On like, commente. exactement. Salut.